Conakry, 24 août 2017, au sommaire, Mamadi Touré prend les rênes des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Ce diplomate chevronné entend imprimer une nouvelle dynamique à la diplomatie guinéenne. Les riverains de la décharge de Dar Salam courent des risques sanitaires. Les spécialistes en santé expriment leur inquiétude. Le gouvernement envisage des mesures urgentes pour protéger les riverains. Au sommaire encore, sport avec la fin de la 17e édition de la Coupe de l'ambassadeur du Japon en Guinée. Les athlètes de l'ASFAG ont remporté la coupe et obtenu des médailles en judo. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a effectué une visite à Ouagadougou ce matin, Ouagadougou, Burkina Faso, où il a pris part aux obsèques de l'honorable Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale, décédé samedi dernier à Paris. Plusieurs personnalités du continent sont venues rendre un dernier hommage à ces grands hommes politiques qui a œuvré pour la consolidation de la démocratie au Burkina Faso. Voici le compte-rendu de Sanassi Keïta. C'est samedi dernier, 17 août 2017, que le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso a tiré sa révérence à Paris. Le président en exercice de l'Union africaine arrive donc dans la capitale Ouagadougou pour prendre part aux obsèques de cet homme politique du pays des hommes intègres. Tout d'abord, professeur Alpha Condé, en compagnie de ses frères et amis du Burkina Faso, du Niger, arrive à la maison mortuaire pour présenter ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Et cela a été suivi de cette signature du chef de l'État dans le livre de condoléances ouvert à cet effet. Juste après cette maison mortuaire, les présidents du Niger, du Burkina Faso et de la Guinée se sont rendus au Palais des Sports de Ouagadougou pour rendre un dernier hommage à l'honorable docteur Salifou Diallo. Parents, amis et collaborateurs de cette figure historique du Burkina Faso sont venus nombreux pour lui formuler des prières afin que Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, puisse lui accorder le paradis céleste. Le président en exercice de l'Union africaine se souvient encore de cet homme. C'est mon jeune frère et je garde de lui l'image d'un militant engagé, convaincu, déterminé, combatif, mais en même temps très soucieux de ses relations avec le petit peuple. C'est quelqu'un qui ne faisait pas de différence entre les personnalités et le petit peuple. C'est ce qui faisait sa force. Vraiment, c'est une très grande perte pour nous, surtout que c'est mon petit frère. J'avais pensé que celui qui m'accompagnerait, non pas l'inverse. Je souhaite donc que son combat qu'il a mené toute sa vie puisse être continué par Rocco et Simon et les autres. En tout cas, nous sommes toujours du côté du peuple burkinabé pour le progrès et le développement économique de ce pays. Jusqu'au corbillard, la dépouille de l'honorable Salifou Diallo a été accompagnée par ses chefs d'État qui gardent de lui l'image d'un homme politique qui a toujours su œuvrer pour le développement de son pays, le Burkina Faso. À Conakry, vous le savez certainement, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, remanie progressivement le gouvernement avec la rentrée de nouveaux visages au sein du gouvernement dirigé par Mamadi Youla. Ce soir, nous ferons le portrait du nouveau ministre des Affaires étrangères, Mamadi Touré, diplomate de carrière, a passé 30 ans au sein de l'ONU. Ce diplomate chevronné entend donner un nouveau souffle à la diplomatie guinéenne. Fatoumata Samoura l'a rencontré à New York. Regardez. Après des études de génie civil à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Mamadi Touré part aux États-Unis. Il y décrochera un bachelor et un master en administration des affaires à l'université de New York. Depuis commence alors pour ce digne fils de la Guinée une carrière internationale. Il passera ainsi 28 ans au sein de l'ONU, institution dans laquelle il occupera plusieurs postes stratégiques, notamment dans les domaines de la diplomatie préventive, la médiation, la gestion des conflits et la consolidation de la paix. Fort d'une solide expérience dans les missions de bons offices du secrétaire général des Nations Unies, notamment en Éthiopie, Érythrée, Soudan,
Haïti, Somalie, Guinée et Côte d'Ivoire, ce fonctionnaire international est choisi par le chef de l'État comme son conseiller spécial en charge de l'intégration africaine. Aujourd'hui, le président Alpha Condé, dont la vision éclairée et l'action énergique ont remis la Guinée sur orbite, renouvelle sa confiance à Mamadi Touré en le nommant à la tête de la diplomatie guinéenne. Cette nouvelle marque de confiance, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger compte s'employer avec vigueur pour la mériter. Au niveau de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime, André Loa est remplacé par Frédéric Loa. Ce dernier est doté d'expérience. Il a passé à la tête de plusieurs institutions. Notre reporter Alassane Diogobari fait le portrait de l'homme. Père de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, Frédéric Loa est né le 8 novembre 1958 à Zérékoré, en région forestière. Il fréquente sa première classe à l'école primaire Dramé Oumar de Zérékoré, ensuite le collège et lycée Samori Touré de la même ville et décroche son bac en 1978. Il est titulaire d'une maîtrise en gestion des entreprises de l'Institut européen des hautes études économiques et sociales de 2001 à 2003, formation aux procédures financières et de passation de marché du FED en 2001, brevet de technicien supérieur en comptabilité à Paris et auparavant entre 1978 et 1981, formation à la coopération missionnaire à Saint-Vincent de Paul-Nassau de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Il dispose d'une riche expérience professionnelle dans l'administration et la régie des programmes, la gestion financière et comptable, l'analyse financière, la gestion bancaire et la maîtrise des procédures du FED. Depuis sa nomination, les messages et congratulations de félicitations notarisent nullement à son domicile. Dans l'actualité encore, l'éboulement de la décharge de Dar Salam, on en parle, préoccupe le gouvernement. Des actions urgentes sont envisagées pour éviter un tel drame. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a instruit le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour améliorer le cadre de vie des populations. Suivez ce billet du jour de notre rédaction, signé de Falilou Diallo. Depuis l'effondrement d'un pan de la décharge d'ordures de Dar es Salaam située dans la commune urbaine de Ratoma et qui a fait malheureusement au moins 9 morts et plusieurs blessés, le sujet est sur toutes les lèvres. Dans la foulée, des bonnets d'âne sont distribués à tout va, à l'emporte-pièce. L'État, évidemment éternel bouc émissaire de tous nos déboires faits, une fois n'est pas coutume, les frais de tous les ressentiments et de certaines chapelles politiques ou associations de la société civile qui trouvent là une occasion de justifier leur léthargie. Il est évident qu'il est du devoir régalien des pouvoirs publics d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Pour accomplir cette mission sacrée, il use de tous les moyens afin de disposer d'une véritable politique d'assainissement du cadre de vie des populations. Toutefois, c'est faire à l'État un mauvais procès que de ne pas reconnaître ses efforts et lui imputer la responsabilité du drame de Dar es Salaam, sans pointer du doigt la faillite de la société guinéenne dans son ensemble. Oui, la faillite de la société guinéenne. La classe politique guinéenne a tout politisé en Guinée. Par son fait, toute tentative de déguerpissement des populations en danger est interprétée de nos jours comme un règlement de comptes ou de discrimination d'une frange de la population. C'est justement au nom de ces manipulations politiciennes que le déguerpissement du lit de Demoudoula, poumon écologique de Conakry, a du plomb dans l'aile. Dar es Salaam en est également une survivance. Que dire de la société civile? Sa mission est de conscientiser, former et sensibiliser les citoyens. Sur ce front, hélas, tout indique qu'elle est aux abonnés absents à Demoudoula, à Dar es Salaam, à Kakoulima et à bien d'autres rendez-vous. S'agissant des populations, elle ne recule devant rien pour agresser les domaines réservés de l'État, allant jusqu'à bâtir des maisons sur les bords de la décharge d'ordures. Pourtant, en 1998 et 1999, les occupants des abords de la décharge de Dar es Salaam avaient été indemnisés et priés de quitter les lieux. Peine perdue. Au regard de ce qui précède, le gouvernement ne saurait être la seule entité interpellée. Loin s'en faut. À l'évidence, ce sont tous les segments de la société qui doivent jouer leur partition pour éviter d'autres Dar es Salaam à notre beau pays. Notre devenir et notre survie sont à ce prix.
Un bien du jour de notre rédaction rendu en studio par Fanli Kondi. Dans l'actualité toujours, il faut d'ailleurs le préciser que les riverains de Concasseur courent des risques sanitaires et sont exposés à plusieurs maladies. Les spécialistes en santé expriment leur inquiétude dans ce reportage de Adia Toubari. À la décharge de Dar Salam, la santé des riverains menacée davantage. En cause, la cohabitation avec les eaux de ruissellement aux odeurs nauséabondes. Une vie normale pour certains depuis des dizaines d'années, alors que les risques de maladies hydriques sont élevés depuis que les pluies torrentielles tombent sur Conakry. Depuis, l'eau de ruissellement envahit les puits, principale source d'approvisionnement des populations en eau potable. On n'a pas l'eau à la pompe, donc c'est l'eau de pluie qu'on utilise pour tous nos besoins, comme la cuisine. Tout le temps, on est obligé d'acheter les anti-moustiques pour au moins nous préserver des moustiques. Il y a tout le temps aussi des fumées de compost là, qui viennent ici tomber sur le repas des gens. Donc on est obligé de couvrir tout ça. Les montagnes d'ordures de cette décharge favorise la reproduction de nombreux insectes nuisibles comme les moustiques, facteurs du grand paludisme. Dans ce centre médico-social de proximité, le paludisme, les infections respiratoires et les maladies parasitaires constituent les premières causes de consultation dues au dépotoir du quartier. Par exemple, les infections respiratoires aiguës, on a un total de 270. Nous avons aussi les cas d'anémie qu'on rencontre souvent ici. Le chiffre se lève à 125. Nous avons les cas de palud simple aussi. Ça aussi c'est à 432. On rencontre aussi les cas de palud grave. Ça c'est à 175. Les maladies de la peau, les gales par exemple, dues à ce dépotoir, les enfants montent souvent pendant la saison sèche, ils montent pour jouer là-dessus. Ici à Dar Salam, les risques sanitaires s'accentuent pour les riverains de la décharge de Concasseur. L'accès aux concessions se fait les pieds dans les eaux usées. Pour l'heure, aucune pathologie à potentiel épidémique n'est enregistrée dans la zone. Par contre, la vigilance est de mise sur tous les plans. Les membres de la commission santé de l'Assemblée nationale poursuivent leur visite dans les structures sanitaires du pays. Après la capitale, ils se sont rendus dans les hôpitaux de la Moyenne-Guinée. Les résultats encourageants sont enregistrés dans ces centres. Suivez le reportage de Younousa Tawel Kamara. Les membres de la commission santé de l'Assemblée nationale dans les structures sanitaires de la Moyenne-Guinée. L'hôpital régional de Mamou est la première étape de cette visite. Ici, les élus du peuple ont recueilli toutes les informations sur le système de fonctionnement de cet établissement sanitaire. De Dalaba à Labé, en passant par Pita, les députés ont identifié les problèmes qui entravent l'accès des populations à des soins de qualité. Ils ont également apprécié les progrès enregistrés suite à l'augmentation du budget du ministère de la Santé. Première des choses, il y a énormément de problèmes, malgré quand même les progrès qui sont réalisés dans le cadre de l'augmentation du budget du ministère de la Santé. Deuxième constat, nous avons trouvé que malgré les difficultés, des pas importants ont été faits dans l'amélioration du système sanitaire en Guinée. Nous allons arriver à Conakry, nous allons catégoriser les problèmes que nous avons trouvés sur place et nous allons aider à l'orientation du budget qui sera alloué pour 2018 pour pouvoir alléger les souffrances de nos populations. Ces prises de contact avec les agents de santé à la base prouvent que les élus du peuple entendent prendre à bras le corps les préoccupations des populations. Que ce que nous faisons intéresse tout le monde, intéresse la communauté, intéresse les honorables députés. Ils ont dû voir beaucoup de choses, des atouts. Ils ont constaté que les activités se réalisent à la satisfaction de la population. Mais ils ont constaté aussi des insuffisances, des défis à relever. Ils sont vraiment très satisfaits. Nous sommes sûrs que lors de la prochaine réunion au niveau de l'Assemblée nationale, le budget de la santé va augmenter de plus en plus. De 8, on ira jusqu'à 15% comme les autres pays. Cette tournée en Moyenne-Guinée constitue la dernière étape des séries de visites initiées par la Commission santé de l'Assemblée nationale à l'intérieur du pays.
Campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH-Sida dans les zones minières de Boké. L'opération est appuyée par les autorités communales et les partenaires du terrain. Les travailleurs des mines ont bien apprécié cette action. Mohamed Kamara. La présence de plusieurs sociétés minières à Boké fait aujourd'hui de cette préfecture une véritable attraction. Des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont souvent exposés aux maladies. D'où cette campagne de sensibilisation et de dépistage contre le VIH-Sida. Nous sommes prêts à accompagner ce genre d'initiative, mais elle sera à chaque fois, en tout cas, pérenne. Aujourd'hui, nous avons fait un appel au nom de l'autorité préfectorale que j'ai l'honneur de représenter ici, de dire effectivement à nos communautés, le Kaboué, le Katouma, le Kimia, de venir faire leur statut sérologique. Ça va les permettre de connaître s'ils sont malades ou s'ils ne sont pas malades. Cette campagne était appréciée par les travailleurs des mines et des populations riveraines des zones d'intervention de la société minière de Boké. À partir d'aujourd'hui, moi-même, je connais mon statut sérologique. C'est une très bonne chose et parce que là, tant qu'on ne fait pas le dépistage, on ne sait pas vraiment par où il faut mettre le pied. Si chaque travailleur connaît son état de santé, ça va permettre non seulement à la population de Boké, ou les filles même de Boké, de s'en sortir sauf, de ne pas être malade. Puisque vous savez, le VIH, c'est une maladie vraiment très très contagieuse et très très dangereuse. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage a connu une forte participation des artistes et comédiens de la localité pour une meilleure prise en compte des conseils connus. Notre temps fort de cette édition, direction Ketaya, dans la préfecture de Dubrika, pour parler de l'ambitieux programme présidentiel de logements sociaux. 4 hectares sont viabilisés à ce jour par la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI pour la construction de 314 logements sur le terrain. Les travaux d'aménagement des structures de base des infrastructures sont en cours. Voici le reportage signé de Mangafo Détouré. Situé sur la corniche nord entre la cimenterie et Kagbélé, Ketaya est l'un des sites choisis par la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI pour répondre aux besoins cruciaux de logement à Conakry. Un toit pour chaque Guinéen est un programme présidentiel pour la construction de logements sociaux en briques stabilisées hydraformes dans la capitale. 55 bâtiments, soit 314 logements, doivent être réalisés ici sur une superficie totale de 4 hectares. Nous avons 4 types d'ouvrages. Nous avons des bâtiments à rez-de-chaussée F4 au nombre de 16. Nous avons les bâtiments R+1 au nombre de 24. Nous avons les bâtiments R+4 en ligne au nombre de 6. Nous avons les bâtiments R+4 au nombre de 9. Groupés. Les entreprises ont 2 mois pour aménager les structures de base des bâtiments. Sur le terrain, la compétition est rude entre les sociétés. Les jeunes trouvent de l'emploi. Moi, j'ai 3 fondations ici. Lorsque ces piles-là, j'avais envoyé une machine de marteau couteau qui a fait un. Et avec nos amis aussi qui travaillent de façon traditionnelle qui ont fait aussi 2. Bon, presque ça, je l'ai fait en une semaine. Tout le monde connaît, vous pouvez demander tout le monde. Donc, c'est sûr qu'avec les deux mois-là, on pourra y arriver. La réalisation de ce projet nécessite la mobilisation des investisseurs pour accélérer les travaux. Ce projet, c'est la volonté du président de la République, le professeur Alpha Condé, que nous sommes en train d'exécuter aujourd'hui. Et dans sa politique générale, il a dit aux Guinéens qu'il fera en sorte que chaque Guinéen ait un toit. Donc c'est dans ce cadre-là que Ketaya a été assaini, viabilisé, comme Kansonia aussi a été fait, pour construire des logements sociaux décents pour les Guinéens, pour un nombre de 314 logements, mais aussi la SONAPI est à la recherche des investisseurs, des banques, que chaque fonctionnaire ait un toit. Ça, c'est ça la vision du professeur Alpha Condé. Ce secteur de Ketaya est l'un des ambitieux projets de logements sociaux. Le site de Kassonia est également en cours de viabilisation pour la réalisation de 50 000 logements. Un autre défi à relever.
Magafode Touré, merci pour ce reportage. Le processus ITIE entame une nouvelle dynamique dans la quête de la culture de la transparence dans les industries extractives. Le comité de pilotage prépare activement la prochaine validation de la Guinée prévue en 2018. L'heure est à la production des rapports. Mamadou Alpha Baldi, reportage. La promotion de la transparence dans les industries extractives, un exercice de tous les jours. Depuis l'acquisition de la conformité du pays le 2 juillet 2014, l'ITIE Guinée œuvre sans relâche pour maintenir cet acquis qui place le secteur minier guinéen parmi les plus crédibles de la planète. Aujourd'hui, de nouveaux défis se présentent. L'un des plus importants est le passage du comité de pilotage devant l'ITIE international pour une nouvelle validation l'an prochain. Nous espérons que c'est bien parti, mais il n'y a pas que le rapport. Il y a d'autres éléments nouveaux, tels que les données, la police des données ouvertes, la propriété réelle des titulaires des titres miniers. Tout cela fait c'est dans un package global qu'on doit chercher à mettre en œuvre pour que nous soyons validés et nous soyons toujours maintenus conformes aux normes ITIE en 2018. Donc en raison de cela, nous sommes engagés à finaliser le rapport en 2017. Nous avons, par rapport à nos ambitions, pris un peu de retard, mais nous pensons qu'avec les moyens et l'engagement de tout le monde que j'ai constaté, notamment pour la réunion et dans les interactions que j'ai avec les uns et les autres, nous estimons que cela pourrait être obtenu, cet objectif pourrait être atteint. C'est-à-dire qu'on aura le rapport avant le 31 décembre 2017. Déjà, le consultant national de l'institution a entamé les travaux d'élaboration du rapport ITIE 2016. La collecte des données est engagée auprès des acteurs miniers. Seul problème, certains comme UMS sont moins coopératifs dans la communication des informations, selon le consultant national. Actuellement, c'est sur de bons chemins, puisque les régies financières ont donné le maximum. Nous sommes en train donc de les compiler et puis de faire un rapport justement sur l'étude de cadrage à l'intention du comité de pilotage qui va prendre la décision pour commencer le processus de collecte et de réconciliation. Pour continuer à parfaire cette dynamique de transparence, l'ITIE Guinée, à travers le budget national de développement, pourrait bientôt entamer la dissémination de ces rapports déjà publiés pour expliquer aux communautés le niveau de contribution de l'exploitation minière au développement à la base. Dans la savane, l'inauguration des bornes fontaines dans la commune de Sigiri, c'est le fruit de la coopération entre la Guinée et le Japon. Cette action s'inscrit dans le programme d'amélioration de la desserte en eau potable de cette localité. Voici le reportage de Nabi Kamara. 10 bornes fontaines pour améliorer l'accès à l'eau potable dans la commune urbaine de Sigiri. Cet appui du gouvernement guinéen vient renforcer la présence de la SEG dans cette ville aurifère où les besoins d'eau potable se font sentir de plus en plus. Chaque borne fontaine comporte une pompe émergée, 10 cuves que vous connaissez tous, de 1 mètre cube chacune, et un groupe électrogène de 5 caviars que nous venons aujourd'hui vous remettre. Cet équipement hydraulique est le fruit du partenariat guinéo-japonais. Un ouf de soulagement pour les populations de la commune urbaine de Sigiri. Cet acte-là va dans le sens du bonheur de ma collectivité. Les citoyens sont enthousiasmés parce que ça va les soulager beaucoup en ce qui concerne leur désert en eau. Ces ouvrages seront renforcés dans quelques mois par le grand projet gouvernemental d'adduction d'eau potable en cours d'exécution ici à Sigiri. Dans l'actualité encore, fonction publique locale, le gouvernement et l'Union européenne décident d'accélérer le projet. Ce jeudi, le nouveau statut des fonctionnaires des collectivités locales a été validé. Baba Kouyati. Le manque de ressources humaines qualifiées apparaît comme l'un des obstacles majeurs pour une administration locale performante. C'est du moins le constat fait par une équipe technique mise en place par le gouvernement guinéen. Pour inverser la tendance, la Guinée, grâce au concours de l'Union européenne, décide de la mise en place d'une fonction publique locale. À Conakry, les acteurs du projet sont réunis pour valider le nouveau statut des fonctionnaires des collectivités à la base. L'État a transféré des compétences au niveau des collectivités. Ces compétences transférées au niveau des collectivités doivent être exercées de façon autonome par ces collectivités.
Ces collectivités doivent disposer de leur administration propre. L'administration qui les permet la prestation de leur activité administrative, mais l'administration qui permet aussi d'animer les activités de développement sur le terrain. Il faut adopter cette loi, il faut que cette loi ensuite soit présentée au Conseil des ministres, que ça fasse tous les processus pour pouvoir être approuvée. Et nous, on va continuer à appuyer ce processus. Et je voudrais insister sur quelque chose que le ministre a dit, sur la nécessité de pérenniser cette initiative. Et, il est important que cette initiative puisse être pérenne dans la durée. Ce statut donne le pouvoir aux élus locaux de choisir eux-mêmes leurs collaborateurs et veiller sur leur carrière professionnelle. Ce qui du coup va favoriser la décentralisation à la base. Au sein du gouvernement, ce projet est considéré comme une étape essentielle au développement communautaire dans le pays. Le transfert des compétences de l'État aux collectivités rend ces dernières responsables de l'exercice des services publics à la base. Cet exercice ne saurait être effectif sans la disponibilité de ressources humaines compétentes, fidélisées à leur poste de travail et entièrement soumises à l'autorité de l'administration locale. Ainsi, donner la possibilité aux responsables des collectivités locales de recruter, gérer et payer leur personnel par eux-mêmes sera un atout majeur de la réforme. En Guinée, le nouveau code des collectivités a transféré 32 compétences aux collectivités locales. La fonction publique locale est venue ainsi offrir à ses dirigeants à la base le plein pouvoir sur le plan financier et humain. Comment améliorer le développement avec l'implication des leaders et des collectivités? Vous voyez donc à l'image. La question est sur la table à Kindia. Les administrateurs territoriaux apprennent les techniques de montage des projets et de leadership. C'est des images rapportées par Mohamed Sankan, notre reporter. Dans l'actualité encore, le club des Amis du Monde s'engage dans la lutte contre l'immigration irrégulière et la traite des enfants. Ce jeudi, les acteurs intéressés se sont retrouvés pour définir leur plan d'action. 4 grandes préfectures sont ciblées comme étant des zones touchées par ce fléau. C'est un reportage de Mabinti Laïsouma. Autour de cette table, des acteurs clés de la lutte contre la traite des enfants en Guinée. Ils viennent des organisations non gouvernementales, de l'OIM et du ministère de la Promotion féminine et de l'enfance. La rencontre vise à exposer l'enquête GAP sur l'immigration irrégulière et la traite transfrontalière des enfants. Partout où on est passé, on dit bon, nous envoyons nos enfants au Sénégal, c'est pour apprendre le Coran, mais nous avons des grands centres islamiques en Guinée. Il suffit que l'État guinéen aussi essaye d'appuyer ces centres coraniques pour qu'on puisse garder les enfants et voir les localités où il n'y a pas de centre coranique, qu'on amène des karamoko pour ouvrir les doual pour pouvoir garder nos enfants ici en Guinée. Toutes les actions, toutes les initiatives qui sont développées par les organisations de la société civile, et aujourd'hui nous sommes avec le club des Amis du Monde, et toutes ces actions-là, nous allons les soutenir. Nous allons nous engager dans le cadre, parce que c'est une obligation pour l'État de créer l'environnement juridique, l'environnement propice à la protection des enfants en particulier, dont on a la charte d'ailleurs de protéger. 4 préfectures sont concernées par cette enquête. Boké, Gawal, Koundara et Télémélé sont touchés de plein fouet par l'immigration clandestine et la traite transfrontalière des enfants. Et aujourd'hui, c'est une situation réelle. Quand vous allez à Boké, même les taxis motos qui étaient nombreux à Boké, les jeunes ont abandonné pour le moment les taxis motos. Ils sont allés vers Bissau pour aller travailler dans les plantations d'Anakar qui leur procurent beaucoup plus d'argent. À partir des expériences qu'on a reçues à travers ces formations, nous saurons désormais comment évoluer et comment mettre fin à ce départ des enfants qui ne nous rapportent rien. Le club des Amis du Monde compte poursuivre son offensive. Dans les prochains jours, l'ONG compte poser d'autres actes sur le terrain afin que le pays enregistre des avancées dans la lutte contre la traite des enfants.
Et puis, Sport Chan Kenya 2018, la Guinée obtient son ticket de qualification pour la compétition. C'est à l'issue de sa victoire au stade du 28 septembre, hier à Conakry, face au Sénégal, au stade du 28 septembre. Donc, au score final, 5-0. Sili local fait la fierté du football guinéen. L'équipe militaire de judo a été reçue donc hier mercredi au ministère de la Défense nationale. Les athlètes judokas de l'ASFAG étaient venus présenter la coupe et les médailles remportées lors de la 17e édition de la coupe de l'ambassadeur du Japon en Guinée, Ajida Siko Kamano, correspondant de la presse militaire. Organisée par la Fédération guinéenne de judo, 16 équipes ont pris part à la dite compétition. La finale a opposé l'équipe de Fria à celle de l'ASFAG. Au terme des combats, l'association sportive des forces armées de Guinée est sacrée championne 2017. Mon général, c'est le lieu de rappeler que pour raison de performance, ce sont vos soldats de support de combat, lutte, la boxe, le karaté, le taekwondo et le judo qui remplacent depuis belle lurette les équipes nationales dans ces disciplines tant sur le plan africain qu'international. Nous avons compris que le renouvellement du support militaire fait partie de vos priorités, en phase avec la vision des réformes des forces de défense et de sécurité. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui et très honoré d'être présent ici lors de la remise de médailles et de coupes de compétition de judo nationale. Cette nouvelle victoire sportive et d'autres déjà acquises par l'Association sportive des forces armées de Guinée depuis le début de la saison sportive 2016-2017 galvanise les autorités militaires à s'investir davantage dans le sport au sein des forces de défense et de sécurité. La haute hiérarchie militaire se réjouit de cet exploit. Chers sportifs des forces armées guinéennes, avec 16 équipes, si vous arrivez à vous hisser à ce niveau, cela ne nous étonne guère. Vous êtes en train de marcher sur les pas de vos aïeux, mais nous vous rassurons, au nom du ministre d'État à la présidence chargée de la Défense nationale, au nom du général chef d'état-major général des armées et de toute la hiérarchie militaire, de notre disponibilité, de notre soutien moral et matériel à vous fournir. À travers les différentes participations de l'ASFAG aux compétitions sportives nationales, tout porte à croire que l'armée guinéenne s'approche davantage de son peuple. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Ces dernières années, la préfecture de Guékédou a enregistré plusieurs mouvements d'instabilité. La situation préoccupe le président de l'Assemblée nationale et vient à la rencontre des acteurs pour la recherche d'une piste de solution. D'un côté, les membres de l'organisation